INA Podcast. Salut, c'est Théophile Cossa de l'INA. Bienvenue dans le temps de l'actu, votre podcast pour comprendre le présent. Comme une scène de guerre. En plein Paris. Il est un peu plus de 11h ce matin. 2 hommes cagoulés abattent froidement un policier avant de s'enfuir en revendiquant leur attentat. Quelques minutes plus tôt, c'est le siège de Charlie Hebdo qui vient d'être attaqué. C'était il y a pile 10 ans. Le 7 janvier 2015, 2 terroristes, Cherif et Saïd Kouachi, pénétraient dans les locaux de la rédaction de Charlie Hebdo. Le début d'une série d'attentats sanglants, puis d'une traque qui allait toucher la France en plein cœur. Une émotion très vive dont on se souvient toutes et tous. Une émotion très vive car cet attentat, en visant le journal satirique Charlie Hebdo et ses caricatures, s'attaquait aussi à l'un de nos droits fondamentaux, notre liberté d'expression. En témoignent les extraordinaires manifestations dans les rues de France en réaction à ces terribles attaques, avec ce slogan scandé à l'unisson « Je suis Charlie ». Mais alors que nous commémorons les 10 ans de ce triste souvenir, se pose cette question. Que reste-t-il de l'esprit Charlie ? Qu'en est-il de la liberté d'expression aujourd'hui en France ? Comment continuer chaque jour à la défendre ? On en parle avec un invité exceptionnel aujourd'hui. Bonjour François Hollande. Bonjour. Ai-je besoin de rappeler que vous étiez président de la République en 2015 ? Le 7 janvier, vous vous rendez très vite sur les lieux où vous avez pris la parole. On vous entendra dans le récit documentaire. J'imagine que vous vous souvenez presque minute par minute de ce jour noir. Oui, même seconde par seconde. L'instant où j'ai été prévenu, puis ensuite le moment où je suis allé sur place et les visages que j'ai pu apercevoir, des blessés qui sortaient de l'immeuble et des morts que l'on m'annonçait. Et puis je prenais conscience de ce que la France vivait, c'est-à-dire un attentat contre un journal qui avait fait des caricatures de sa forme d'expression. Et donc je mesurais ce qu'était l'ampleur de ce qui se produisait au-delà des morts qui étaient connus de tous et qui étaient des visages que nous apprécions, que nous aimions et quelquefois qui nous caricaturaient nous-mêmes. Beaucoup de Français se souviennent d'ailleurs du moment où ils ont appris ces attentats en cours. Vous étiez où, vous ? J'étais dans mon bureau à l'Élysée. J'allais recevoir un dirigeant d'une entreprise et j'ai reçu, au-delà des informations que me donnait le ministre de l'Intérieur, j'ai reçu un coup de fil de Patrick Pelloux, qui était dans la salle même de la rédaction de Charlie. Lui-même faisait partie de cette équipe, mais n'était pas là lorsque l'attentat a eu lieu. Il venait pour faire les premiers secours et il m'a dit ce qu'il voyait. Il pleurait et je comprenais que c'était une désolation au sens où pratiquement tous ceux qui étaient dans la salle de rédaction avaient été touchés, tués. On commence par le récit en archive de ces terribles jours. Et puis on vous retrouve François Hollande juste après. Le temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Nous sommes le mercredi 7 janvier 2015. Il est midi pile, France 3 ouvre son journal télévisé. Au programme notamment, les soldes d'hiver qui commencent. L'actualité est calme ce jour. Oui, sauf qu'une information de dernière minute vient d'arriver à la rédaction. Le présentateur Samuel Etienne la donne à l'antenne. On l'a appris juste avant ce journal, le siège de Charlie Hebdo, visé ce matin par des tirs d'armes automatiques à Paris par des hommes cagoulés. Ils auraient fait irruption dans les locaux du journal satirique avant de faire feu. On va rejoindre Nathalie Pérez sur place en direct avec nous dans le 11e arrondissement de Paris. Nathalie, sait-on tout d'abord s'il y a des victimes ? C'est vers 11h ce matin que plusieurs hommes, on parle de 2 ou 3, fait cagoulés et armés de Kalachnikov ont fait irruption au siège du journal Charlie Hebdo. Et ils auraient tiré sur toutes les personnes présentes. Le parquet parle d'un bilan très lourd, il parle de
10 morts probablement et peut-être de nombreux blessés. Par ailleurs, les agresseurs ont pu prendre la fuite. Ils ont tiré sur un policier qui est en ce moment dans un état critique. La chasse à l'homme a donc commencé. À cet instant, les informations sont encore minces. À midi, le parquet confirme effectivement 10 morts. Ce seront en réalité 12 victimes ce matin-là, 8 membres de la rédaction de Charlie, un invité externe, 2 policiers et un agent de maintenance. Pendant ce temps, les reporters affluent rue Nicolas Appert et boulevard Richard Lenoir pour raconter l'horreur. Toujours plus de policiers, forcément beaucoup de véhicules, également de pompiers et du SAMU toujours présents sans qu'on sache effectivement si toutes les victimes ont été évacuées, même si on l'imagine désormais. Puis il y a aussi des amis, des proches de la rédaction de Charlie Hebdo qui, pour tout vous dire, sont en larmes devant nous actuellement. Ils étaient sidérés et on avait un nombre de morts et maintenant visiblement les noms sortent, notamment des figures du journal qui pourraient être parmi les victimes. Alors forcément ça prend toute sa réalité. Les gens se disent que la rédaction n'a pas été visée au hasard. C'était le moment de la conférence hebdomadaire, conférence de rédaction, un grand rassemblement de toute l'équipe et forcément ça fait une vive émotion pour les amis, les proches. Oui, vous le disiez, des grands noms figuraient effectivement parmi les victimes. On parle de Cabu, de Tignouz, de Wolinski et de Charb qui dirigeaient donc la rédaction de Charlie Hebdo. Très vite, le président de la République, le ministre de l'Intérieur et la maire de Paris arrivent sur place. Il est un peu plus de 13h quand François Hollande prend la parole. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste. Ça ne fait pas de doute. Et par rapport à un journal qui avait été plusieurs fois menacé et qui était justement protégé. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc. Montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il convient. C'est-à-dire avec fermeté, mais avec toujours le souci de l'unité nationale. Nous sommes menacés parce que nous sommes un pays de liberté. Et parce que nous sommes un pays de liberté, nous conjurerons les menaces et nous punirons les agresseurs. Personne ne doit penser qu'il peut agir en France contrairement aux principes de la République et atteindre l'esprit même de la République, c'est-à-dire un journal. François Hollande, à ce moment, comment est-ce que vous choisissez vos mots ? Qu'est-ce que vous avez en tête ? J'ai en tête ce que ont les Français à l'esprit, de savoir pourquoi, comment un attentat contre un journal, Charlie Hebdo, peut se produire. Je veux leur répondre en m'attachant à les rassurer, la fermeté, neutraliser les terroristes qui ont commis cet attentat, et appeler à l'unité nationale, faire que nous soyons un pays qui peut faire bloc face à ce qui lui est arrivé et ce qui peut lui arriver, et ne rien céder à ce qui peut être justement l'intention des terroristes, nous diviser, nous séparer et nous mettre les uns contre les autres, l'esprit de haine et de revanche. Donc il est très important de s'exprimer très tôt, c'est-à-dire au moment même où je suis sur place, sans avoir besoin d'accueillir toutes les informations, je les ai déjà à l'esprit, de mesurer ce que représente le choc. J'utilise ce mot. C'est un choc par rapport à un journal, c'est un choc par rapport à des personnalités qui sont connues, qui sont aimées, qui sont appréciées, au-delà même de Charlie Hebdo. Et donc c'est des visages familiers qui viennent d'être attaqués. Donc ce choc-là, il doit être encaissé, si je puis dire, reconnu comme tel, mais il doit être dépassé pour que nous puissions être plus forts dans l'épreuve. Et ça sera d'autant plus nécessaire qu'il y aura d'autres attentats qui vont suivre. On continue ce récit. Nous sommes maintenant le 7 janvier au soir. Le pays est sous le choc. En France et à l'étranger, les réactions politiques et soutiens se multiplient. À la sortie d'une réunion à l'Élysée, les représentants des différents cultes de France prennent la parole à l'unisson. Et nous condamnons cet acte odieux qui touche nos cœurs et nos consciences. Jamais nous ne laisserons des hommes être ainsi lâchement assassinés sans réagir. Et nous voulons redire que la République laïque et ses valeurs, notamment la liberté de conscience, la démocratie et la liberté de la presse, demeurent pour nous tous, ici même, au fondement de notre vivre ensemble. Mais en parallèle, la France retient son souffle. Oui, car les terroristes sont introuvables.
Nous voilà le jeudi 8 janvier, il est 20h, et ceux que l'on appelle désormais les frères Kouachi sont toujours dans la nature. C'est bien sûr le sujet principal du JT de France 2. Le point sur l'enquête. Les terroristes, je vous le disais, sont désormais identifiés. Chérif et Saïd Kouachi, 32 et 34 ans, bien connus des services de police pour le premier d'entre eux, identifiés et repérés. Une vaste opération, sans doute sans précédent dans son ampleur, est en cours en Picardie. Mais malgré les moyens déployés pour cette gigantesque chasse à l'homme, impossible de localiser les terroristes. Et ce n'est pas tout. Un autre attentat a été commis le matin même, à Montrouge, en banlieue parisienne. Un homme, encore non identifié, a tué par balle à l'arme lourde une policière municipale. Sur le territoire, la tension est à son comble. Mais le lendemain... Bonjour à tous ceux que nous retrouvons maintenant. Nouvelle édition spéciale du 13h. La traque des 2 suspects de l'attaque contre Charlie Hebdo a pris une toute nouvelle tournure aujourd'hui, puisqu'ils sont désormais cernés par les forces de police. Les 2 frères Kouachi sont retranchés dans une entreprise de Dammartin en Goële, en Seine-et-Marne. Les frères Kouachi retiennent au moins une personne en otage. Et ce n'est pas la seule opération en cours, car une autre prise d'otage se joue à quelques kilomètres, dans le supermarché Hyper Cacher, porte de Vincennes, à Paris. Le terroriste s'appelle Amédi Koulibaly, c'est un proche des frères Kouachi, c'est lui qui a assassiné la policière municipale la veille à Montrouge. Il est retranché avec 17 otages. En début d'après-midi, à une quarantaine de kilomètres de là, porte de Vincennes à Paris, un homme prend en otage les clients de ce supermarché Cacher. 2 affaires liées, car le preneur d'otages Amédi Koulibaly exige que les policiers laissent partir les frères Kouachi. Et à 17h, les 2 assauts à Paris et à Dammartin en Goële sont simultanés. 4 personnes trouveront la mort dans l'Hyper Cacher, tuées par le terroriste, lui-même abattu par les forces de l'ordre. À l'imprimerie de Dammartin en Goële, les frères Kouachi sont neutralisés par le GIGN. L'otage, lui, est sain et sauf. Il est un peu plus de 17h ce vendredi 9 janvier 2015, l'épilogue de cette série d'attentats sanglants. François Hollande, elle réveille quoi en vous, ces archives qu'on vient d'entendre ? Ce n'est pas simplement des événements, ce sont des décisions que j'ai prises. Décision de faire l'assaut lorsqu'il y a 2 prises d'otages simultanées, l'une à Dammartin en Goële, et l'autre porte de Vincennes, et je suis dans mon bureau avec les ministres concernés, et je dois donner un ordre. Quel est cet ordre ? De faire en sorte qu'à une heure précise, il puisse y avoir un assaut sur les 2 lieux. Mais à un moment, avant même que cet ordre-là puisse être exécuté, il y a la sortie des 2 terroristes de Dammartin en Goële, les frères Kouachi, qui vont à la rencontre des forces de l'ordre. Dès que j'apprends cette information, je dois donc demander au ministre de l'Intérieur, qui est à mes côtés, Bernard Cazeneuve, de faire intervenir simultanément les forces de l'ordre, porte de Vincennes, pour qu'il n'y ait aucun risque que le preneur d'otages, Koulibaly, tue d'autres otages. Et en réécoutant cette information, cette bande-son, je pense aux policiers et aux gendarmes qui ont mené l'assaut, les 2 assauts. Il faut quand même bien comprendre que être président de la République, c'est prendre une décision. Ça engage ma responsabilité. Mais c'est aussi déterminer la vie, la mort de policiers ou de gendarmes qui vont intervenir. Les premiers policiers qui sont entrés dans l'Hyper Cacher, ils savaient qu'ils allaient prendre une balle de la part du preneur d'otages. Et donc, il y avait à la fois, pour tous ceux qui étaient retenus, un risque considérable. J'ai encore une pensée pour les victimes et pour ceux qui étaient dans le magasin. Mais j'ai encore une reconnaissance infinie pour les forces de l'ordre qui ont été capables de mener cet assaut avec courage et efficacité. J'ai aussi compris que ça pouvait être un soulagement, et il a été général ce soulagement lorsqu'on a pu donc neutraliser les terroristes. Mais c'est un soulagement qui est précaire, qui est en fait limité dans le temps, parce qu'il ne doit pas nous désarmer
il y aura d'autres attentats après ceux de Charlie, et je pense notamment au 13 novembre. Il y aura d'autres attentats après l'hypercachère antisémite. Donc il y a la nécessité toujours, dans ma présidence, d'une extrême vigilance. Dans les heures et les jours qui suivent, l'émotion reste très forte en France. Des décennies que le pays n'avait pas connu des attentats aussi violents. À Paris et dans de très nombreuses villes de France, de grandes marches sont organisées durant le week-end. Ce sont plus de 3 700 000 personnes qui vont défiler dans les rues de France, comme à Nice. Qui est Charlie ? Nous sommes Charlie ! Dans les rues de Nice, un cortège de 3 km, du jamais vu depuis la Libération. Plus de 25 000 manifestants pour rappeler simplement ce qui est essentiel. Je pense qu'il faut représenter nos valeurs, et une des valeurs fondamentales de la France et qu'on espérait être universelle, c'est la liberté d'expression. Je suis Charlie, nous sommes tous Charlie, scandé, écrit sur des pancartes, signe de ralliement pour tous ces citoyens, défenseurs de la liberté d'expression. C'est un moment très fort aussi, ça, dans votre mandat de président. Tous ces Français unis dans la rue, cette unité que vous appeliez de vos vœux, et puis des dizaines de chefs d'État présents à Paris pour une grande marche. Oui, c'est un jour historique. Jamais il y a eu autant de manifestants depuis la Libération pour non seulement donner un hommage à tous ceux qui étaient morts, mais dire que la liberté d'expression était le fondement même de notre République, que la lutte contre l'antisémitisme devait nous animer sans distinction, et qu'il y ait eu autant de Françaises et de Français qui ont participé à ces cortèges, avec aussi un salut particulier aux forces de police et de gendarmerie, et qu'il y ait eu autant de chefs d'État et de gouvernement qui soient venus. Alors au début, c'était une manifestation qui avait été lancée par les partis politiques, qui s'est élargie à mesure que les chefs d'État et de gouvernement m'appelaient au téléphone pour dire qu'ils voulaient en être. Pourquoi la France, pourquoi notre pays a été à ce point mobilisé lui-même et capable de susciter un élan de solidarité? Parce que nous sommes un grand pays d'idéaux, de valeurs, de culture, de liberté. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre 10 ans après. Pourquoi la France a été touchée ? Parce qu'elle est précisément un pays de liberté. Et pourquoi la France est capable de se soulever elle-même pour défendre cette liberté ? Parce qu'elle est l'héritière d'une grande histoire. Et pourquoi la France est capable d'accueillir autant de chefs d'État et de gouvernement qui ne sont pas tous des modèles de liberté dans leur propre pays ? C'est parce que notre République est indissociable de ce que nous avons pu donner au monde. C'est ce qu'on appelle l'universalisme. Et pour ce qui me concerne, en tant que président, c'était un jour de malheur, après tant de visages et de figures assassinées. Mais c'était aussi un moment de fierté. Fierté, pas pour moi-même, fierté collective. Parce que c'était le signe que nous sommes un pays d'exception. Et c'est ce qui doit encore aujourd'hui nous animer. Car le venin du terrorisme, il se propage. Le 11 janvier est un grand jour d'unité nationale. 10 ans après, notre pays est plus fragmenté et plus divisé. Donc je ne dis pas que c'est la cause produite par le terrorisme, mais quand même, il y a toujours l'idée que nous pourrions être de nouveau touchés, que nous serions un pays qui serait divisé, alors que c'est tout le contraire que j'essaye de démontrer. Il y a ce pays qui se rassemble pour défendre la liberté d'expression, mais l'attaque contre Charlie Hebdo révèle aussi à l'époque certaines remises en question de la laïcité, notamment à l'école. La minute de silence demandée au lendemain de l'attentat est contestée dans certains établissements. 3 semaines après les attentats, toujours en janvier 2015, plusieurs initiatives sont mises en place dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Des débats organisés en classe sur les questions de liberté d'expression, sur les questions de laïcité. On écoute un reportage de France 3 à l'époque. Si les élèves condamnent unanimement les attentats, une majorité d'entre eux ne comprend pas les caricatures de Charlie Hebdo. Ceux qui ont tué, ils sont en tort, mais ceux qui ont critiqué aussi. Pas critiquer les religions, c'est leur choix de vie. C'est pas parce qu'on n'est pas de la religion, qu'on n'est pas d'accord avec, qu'on a le droit de critiquer. On peut pas critiquer la religion. Bah non, je pense pas que ce soit juste. Elle est intéressante, je trouve, cette archive de 2015. C'est à cet âge que tout se joue, enseigner la laïcité, la liberté d'expression, le droit au blasphème. Oui, quand on songe que 2 professeurs ont été assassinés depuis
les attentats contre Charlie, on doit mesurer combien le combat pour la laïcité est un combat fondamental. Non pas pour mettre en cause les religions, la laïcité c'est la liberté de conscience, mais pour dire aux élèves qu'ils vivent dans un pays où nous pouvons avoir toutes les pensées possibles, toutes les foi que nous pouvons ressentir en nous-mêmes, toutes les espérances divines, mais que nous devons respecter précisément la neutralité dans un établissement scolaire et ne pas faire de la religion une identité qui serait supérieure à celle de la République. Donc ce combat-là qui paraissait d'évidence, mais déjà plus discuté après Charlie, il est encore plus nécessaire quand on sait ce qui s'est produit après. Et donc c'est cet apprentissage, non pas d'une culture qui serait dominante, mais d'une liberté qui serait partagée, que nous devons continuer à diffuser. Cette série d'attentats, bien sûr, va marquer la France. Des moyens mis à l'école pour défendre la liberté d'expression, la laïcité. Et pourtant, vous l'avez cité, 5 ans plus tard, le 16 octobre 2020. Revenons maintenant sur cette soirée d'horreur absolue. Un professeur d'histoire décapité pour avoir donné un cours sur la liberté d'expression. Ce professeur s'appelle Samuel Paty, enseignant à Conflans-Sainte-Honorine. Il avait donné quelques jours plus tôt cours à une classe de 4e, cours dans lequel il avait montré des caricatures représentant le prophète Mahomet. L'amorce qui allait causer cet inqualifiable attentat. On ne va pas revenir sur les détails de l'affaire, le procès a lieu actuellement. J'aimerais néanmoins vous interroger sur le fond, François Hollande. 5 ans après les attentats de Charlie, soit pas grand-chose. Et en raison d'un cours justement pour enseigner la liberté d'expression aux enfants, le retour de l'horreur. Pourquoi ? Comment est-ce qu'on explique cet échec collectif ? Non, c'est pas un échec collectif, c'est un échec individuel. C'est parce qu'il y a un individu qui est radicalisé, qui est accompagné, qui est entraîné même, qui est poussé à commettre un acte. C'est pour ça qu'il y a un procès des complices. Parce que là, il y a non plus une organisation terroriste qui est à l'œuvre, mais il y a comme un interdit qui est jeté sur un enseignant et qui va jusqu'à le sacrifier pour démontrer qu'on ne peut plus parler de religion dans l'école, et même à partir d'une caricature, de l'apprentissage de ce qu'est la liberté d'expression. Donc ça veut dire que, c'est là qu'il pourrait y avoir échec collectif, si nous cédions sur ce principe-là. Et moi, ce que je constate depuis, hélas, 10 ans, c'est que la liberté d'expression n'a pas été mise en cause, heureusement, mais il y a une forme d'autocensure qui s'est installée, où dans certains lieux, on n'ose plus parler, on n'ose plus publier, on n'ose plus dessiner, on n'ose plus provoquer ce qui était finalement le facteur même, le vecteur de la liberté d'expression. Et c'est en ce sens qu'il faut être vigilant. C'est pas en se censurant soi-même que l'on va donner précisément une émancipation, une forme de regard critique sur ce qu'est la vie en commun. Est-ce que c'est, François Hollande, parce qu'on a la mémoire courte, ironie de l'histoire, un peu moins de 2 mois avant l'assassinat de Samuel Paty, s'ouvrait le procès des attentats de Charlie. À cette occasion, France 3 avait interviewé Simon Fieschi. Simon Fieschi, c'était le webmaster de Charlie Hebdo, l'un des premiers touchés par balle le 7 janvier, rescapé des attentats. Il s'est donné la mort en octobre 2024. On l'écoute. Ce qui est arrivé, ça nous est arrivé à nous, Charlie Hebdo, mais c'est aussi une attaque contre nos libertés à tous. Et si les gens oublient ça, c'est très inquiétant pour eux, pour nous. C'est un épouvantable message à faire passer à ceux qui nous ont attaqués. Ça veut dire que c'est eux qui gagnent. Si les gens oublient, c'est très inquiétant. Ça veut dire que c'est eux, les terroristes, qui gagnent. Oui. C'était une phrase que j'ai entendue le soir même de l'attentat contre Charlie, d'une femme qui était présente dans la salle de rédaction. Il ne faut pas que les terroristes gagnent. Les terroristes ne gagnent pas parce qu'ils ont tué. Les terroristes peuvent gagner parce qu'ils auraient tué la liberté d'expression, qu'ils nous auraient affaiblis dans notre capacité à défendre nos valeurs, nos principes, nos idéaux. Ce serait ça le risque majeur.
Et donc, cette résistance à tout ce qui est la pression, tout ce qui est l'obsession de faire taire doit être pour nous le principe cardinal. Mais quand j'entends cette voix de Simon, j'ai une pensée pour toutes les victimes du terrorisme. Parce que nul ne sort indemne d'un attentat, même quand il n'a pas été touché physiquement. Lui, il l'avait été physiquement. Parce que c'est un traumatisme qui dure, qui ne s'éteint jamais. Eh bien, au nom même des victimes du terrorisme, nous devons être intraitables sur les principes, ne jamais rien concéder. Ça serait atteindre leur mémoire que de se mettre finalement dans une position de modération, de retrait par rapport à ce qui est l'exigence. On a le devoir de parler de tout, d'expliquer tout à l'école. On a le devoir de laisser, dès lors qu'il n'y a pas d'appel à la haine, des journalistes faire leur travail pour dénoncer tantôt des partis politiques, tantôt des religions, tantôt des pays. C'est ça qui justifie que nous sommes attachés à la liberté d'expression, parce qu'elle nous garantit que finalement rien ne sera laissé de côté, oublié, abandonné de notre histoire et de nos valeurs. La France, elle est toujours Charlie, 10 ans après ? Si être Charlie, c'est être libre, je pense que nous sommes moins Charlie, compte tenu de ce que j'ai dit, de cette forme d'autocensure, de cette forme de peur qui nous a gagnés. Être Charlie, c'est vaincre la peur. C'est être capable de défendre sa liberté, sans s'exposer à des risques pour autant, mais défendre sa liberté parce qu'elle est essentielle. Si nous avons peur, si nous nous replions, si nous entamons nos règles de droit, si nous n'avons plus de presse indépendante, si le pluralisme n'existe pas, eh bien nous sommes moins Charlie. Charlie, c'est un symbole. C'est pas simplement un symbole d'un dessin, d'une caricature. C'est un symbole de journalisme. Aujourd'hui, le pluralisme, il est quand même plus entamé qu'il n'était il y a quelques années. Il y a des forces des puissances d'argent qui se sont quand même davantage installées et qui n'ont pas forcément la même conception de la liberté d'expression. Est-ce qu'il y a un sujet aussi avec la jeunesse pour qui la notion de laïcité serait plus floue peut-être, notamment sur le droit au blasphème? Un sondage IFOP de 2020 interrogeait notamment les moins de 25 ans et beaucoup, 21%, ne condamnaient pas l'attentat de Charlie contre 8% de la population totale et 47% des jeunes estimaient que Charlie avait eu tort de publier ces caricatures de Mahomet. Oui, parce que quand on est jeune, dans une classe ou dans un amphithéâtre, on a du respect pour tous ceux qui ne pensent pas comme nous et qui ont des attachements à telle ou telle religion, en l'occurrence aux musulmans, et qu'on ne veut pas qu'ils puissent être entravés dans leur liberté de conscience. Je comprends cet attachement. Mais si c'est au prix de ne plus exprimer ce qui est finalement notre liberté de critique, de moquerie quelquefois, de dénonciation dans les outrances, nous ne sommes plus la France. La France, c'est cet esprit-là, c'est-à-dire être capable de garantir la liberté de conscience aux uns aux autres, de religion, mais aussi d'être capable de dire ce que l'on en pense, et notamment des excès que toute, d'ailleurs, conviction peut porter quand elle devient une forme de totalité. Donc la laïcité, ça s'apprend. La liberté, c'est presque intuitif. On veut être libre. Tout individu veut être libre. L'égalité, c'est un phénomène social. On veut être finalement dans les mêmes conditions pour réussir sa vie. La fraternité, c'est déjà plus compliqué. Parce que ça veut dire être capable d'une attention aux autres au-delà de soi-même et de sa famille. Et la laïcité, c'est assez proche de la fraternité. C'est-à-dire de dire, pour qu'on reste frères et sœurs, il faut qu'on puisse se respecter les uns les autres, mais qu'on ait un code commun. Et c'est pour ça que la laïcité, ça s'apprend. Ça s'apprend à l'école, ça s'apprend dans la vie de tous les jours,
pour qu'aucune religion, aucune philosophie, aucune conviction ne soit supérieure à ce qui nous est commun. C'est assez compliqué à énoncer, mais finalement assez simple à comprendre quand c'est bien expliqué. C'est pour ça que les professeurs ont une tâche très difficile, mais qu'ils doivent la mener en toute sérénité. C'est-à-dire qu'ils doivent être aussi protégés contre un certain nombre d'agissements de parents, voire même d'enfants, qui mettent en cause cette liberté qu'a l'enseignant, mais cette exigence qu'il a, ce devoir qu'il a de faire partager les valeurs de la République. Donc ce que je retiens, c'est que notre liberté d'expression est fragile, qu'il faut continuer à la défendre, continuer à faire le boulot à l'école. Quoi d'autre ? D'abord qu'il faut penser que c'est l'école de la République qui est la matrice fondamentale, ce qui suppose de soutenir les enseignants, d'avoir confiance dans le savoir qui est transmis, d'avoir une exigence sur la vérité, de lutter contre les formes de réseaux sociaux qui donnent finalement une altération de ce qu'est l'exactitude des faits. Il faut se méfier de toutes les formes d'intolérance qui arrivent précisément sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus compliqué l'école aujourd'hui. Avant, il y avait quoi par l'école? Les parents, les religions quelquefois. Mais là, maintenant, il y a donc un flux qui vient déverser des fausses informations ou même des instrumentalisations. Donc c'est dire combien l'école doit être soutenue dans ce contexte-là en particulier. Ensuite, il faut lutter contre les réseaux et les organisations qui utilisent finalement les fausses informations pour nous distraire au sens non pas de nous faire rire, de nous distraire de la vérité. Et puis enfin, la liberté d'expression, c'est pas la liberté de tout dire, parce que c'est aussi ça. C'est pas la liberté de mentir, c'est pas la liberté de falsifier. La liberté d'expression, c'est la liberté de pouvoir exprimer une opinion sur des faits établis. Et donc, il est très important de lutter contre les contre-vérités, les mensonges, les détournements. Et c'est ça aussi la liberté d'expression. Merci beaucoup François Hollande, merci d'avoir été avec nous, merci pour ces témoignages. Merci. En guise de conclusion, j'aimerais terminer cet épisode exceptionnel avec cette archive du dessinateur Wolinski, tombé sous les balles il y a 10 ans. L'humour, c'est s'interdire aucun sujet. C'est déjà la définition de l'humoriste. On doit reculer devant rien, sauf la méchanceté. Nous sommes féroces, mais nous ne sommes pas méchants. C'est peut-être le mieux à retenir. La liberté toujours, la méchanceté jamais. Merci François Hollande et merci à vous auditeurs. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas, université où vous avez étudié, je crois, François Hollande. Oui. Merci à vous. C'est pour ça que je fais des podcasts maintenant. Merci à vous auditeurs. Salut et à la semaine prochaine.